Pour rappeler le contexte, nous on opère énormément de capteurs sismiques et on opère aussi 2 marégraphes donc, qui ont été construits à l'époque avec l'aide technique du CHAUME. Et aujourd'hui la question c'est un peu de rationaliser nos moyens et de faire converger différentes solutions pour avoir moins de maintenance à faire. Et donc il a été décidé de passer nos marégraphes en SeedLink, ce fait qu'on n'a plus qu'un système. Alors on va voir les différents avantages à faire ça. Donc le plan, je vais commencer par vous parler du format SEED. Ensuite, je vous parlerai du protocole SeedLink. Donc la différence entre protocole et format, je rappelle qu'un format, c'est la façon dont on va organiser des fichiers, alors que le protocole, ça va être la description en fait, d'une communication de 2 entités, donc dans notre cas, un serveur et un client. On va parler de la suite logicielle CSCOMP 3 qui fait la force, en fait, qui justifie l'utilisation de ces protocoles. Et puis on va parler de notre plugin qu'on a développé pour pouvoir faire rentrer les données marégraphiques dans notre système à la base prévu pour les données sismiques. Alors qu'on soit juste d'accord sur le vocabulaire, moi aujourd'hui, là quand je vais parler de métadonnées, ça va être la description en fait de nos chaînes d'analyse. Donc plutôt en termes de fonction de transfert. Donc ce qui va décrire le passage du paramètre physique qu'on cherche à mesurer à la donnée qui va être stockée sur nos serveurs. Donc le SEED, Standard for the Exchange of Earthquake Data. Donc aujourd'hui c'est un standard de la FDSN, qui est une fédération internationale. Et qui est très largement utilisé par la communauté de mesures sismiques aujourd'hui. Donc à la base, donc, on l'a dit, c'est développé pour les données sismiques, mais il se trouve qu'en fait ça peut être utilisé pour n'importe quelle mesure fixe, donc fixe fait à un endroit précis, sans mouvement, et échantillonné à pas constant. On va faire la distinction au sein de ce format de 2 sous-parties, en fait, qui va être la partie données et la partie metadata. Donc les deux sont définis par le format. Et donc c'est un système de bloquettes de taille fixe, ça on reviendra dessus plus tard. Il y a une convention de nommage qui est définie par ce standard. Donc en fait toutes nos voies d'acquisition vont être définies d'abord par un network. Donc le network pour nous en Guadeloupe c'est GL. Donc c'est un nom de réseau qu'on demande auprès de la FDSN. Un nom de station, donc DESI par exemple, ici DESIRAD. Un nom de canal, le canal aussi, et on ne donne pas n'importe quel nom en fait. La première lettre va dépendre de la vitesse d'échantillonnage. La deuxième lettre va plus dépendre de l'instrument. Donc dans notre cas, si on mesure une hauteur d'eau, ça va être la lettre T, tide. Et l'orientation, qui dans le cas d'une mesure de hauteur d'eau a moins de sens, mais pour d'autres instruments peut l'avoir, c'est la 3e lettre. Location code, c'est un peu un code qui va servir, par exemple, si on a 2 instruments qui mesurent la même chose à côté, on va pouvoir les différencier grâce à ce code-là. Donc aujourd'hui, la mesure de hauteur d'eau est prévue par ce standard. Donc les métadonnées, ça va être en fait la description des fonctions de transfert. Donc on l'a dit de chaque étape, en fait étape par étape, la fonction de transfert du capteur, la fonction de transfert du numériseur, si derrière on fait des traitements. Voilà, ça va permettre aussi, dans les métadonnées, on va retrouver la localisation des instruments. Et ensuite, on va aussi avoir une période de validité de la métadonnée. Ce qui fait que si on change un instrument, par exemple, on ferme la voie et on la réouvre avec une nouvelle voie une nouvelle date de validité en changeant la métadonnée derrière. Et donc on garde aussi l'historique des anciennes métadonnées et ça s'empile au fur et à mesure. Le format qui va avec le SEED, ça s'appelle le dataless. Donc pour l'éditer, il y a un éditeur graphique. Aujourd'hui c'est en fin de vie, le dataless, on passe sur du station XML. Donc c'est du XML et la petite application graphique qui permettra
d'éditer les stations XML et est en train d'être développé notamment par le réseau Resif français. Un exemple de métadonnées, voilà ce qu'on disait, c'est donc le sensor, on va avoir un signal analogique, donc ça va plutôt être décrit par une bloquette où on va décrire des pôles et des zéros, une sensibilité aussi, et puis après pour tout ce qui est numérique, on va retrouver plutôt des descriptions de filtres, donc avec des coefficients, des décimations et des sensibilités. Donc on peut vraiment décrire une réponse fréquentielle analogique ou numérique. Le minicide, donc on a vu la partie métadonnées, on va passer aux parties données. Donc c'est un empilement de data blocs. Alors un data block, c'est ce que vous voyez en bas, ce sera toujours la même chose, c'est de taille fixe, donc 512, 1024, 2048 éventuellement octets. Ça commencera toujours par un FSDH, on va voir ce que c'est juste après, de 48 octets, une bloquette 1000 de 8 octets et les données derrière. Et donc on va empiler ça dans des fichiers. Et ça nous fait du minicide. Le FSDH, on va retrouver tout ce qui sert à identifier notre channel. Donc on a vu le network, le nom de la station, le location code, le nom du channel, etc. On va retrouver aussi la date du premier enregistrement du data block, avec le nombre d'échantillons qui va suivre et la fréquence d'échantillonnage. Pour ce qui est de la bloquette 1000, on va retrouver juste le format dans lequel on va retrouver la donnée. La donnée en elle-même, dans la pratique, alors normalement le standard prévoit autre chose, mais dans la pratique, ce sera toujours des données, des entiers sur 32 bits. Souvent, en fait, c'est juste la sortie du numériseur, le nombre de counts. Et en fait, on va remonter à la valeur initiale grâce aux métadonnées, à la valeur physique qu'on veut mesurer. Il existe un mécanisme de compression par différence, donc time 1, time 2. Donc tant que les données ne varient pas trop, c'est très très efficace. Donc ça, c'était pour ce qui était du format SID. Maintenant, on va passer au protocole SID-Link. Le protocole SID-Link, qu'est-ce que c'est? On va envoyer en fait ces data blocs. Alors là, ce sera des data blocs toujours de 512 octets. Et ce sera ces data blocs qui seront envoyés. C'est du client-serveur sur TCP/IP. Le port habituellement utilisé, c'est le port 18000. C'est des requêtes en ASCII pour le client. Donc ça commence toujours par un hello et puis après on va requêter les données. On peut sélectionner les canaux qu'on veut et on peut choisir soit de demander le temps réel et donc chaque fois qu'il y aura un nouveau data block de près, on va le recevoir. Ou alors on peut demander une fenêtre de temps tant qu'elle est sur le serveur. Alors l'organisation du serveur SID-Link. Alors prenez pas peur. En fait le serveur SID-Link il est associé à un buffer tournant dans lesquels vont arriver les données. Et en fait, ce n'est pas un serveur d'archivage. C'est juste un serveur qui va permettre de récupérer des données et de les redistribuer. Donc, on va avoir différents capteurs avec leurs numériseurs qui vont chacun avoir leur protocole. Et en fait, on va avoir à l'entrée de ce serveur différents plugins. Donc, il y en a déjà tout un tas qui sont développés, notamment le plugin Chain. Le plugin Chain, il permet de se connecter sur un autre serveur SID-Link. On va voir l'avantage après, notamment dans le partage des données. Et puis par exemple, tout en bas, je vous ai mis notre serveur à nous, qui est aujourd'hui, enfin notre plugin à nous. Donc aujourd'hui, il récupère des données en ASCII qui sortent d'un port RS-232 d'une CR1000. Donc on va revenir un peu dessus après. Et derrière, donc à la sortie, on va avoir nos clients, qui peuvent être d'autres data centers, d'autres serveurs SID-Link, ou alors des modules de traitement ou de visualisation chez nous, qui vont venir utiliser ces données. Donc, aujourd'hui, le gros avantage d'utiliser ce protocole et ce format, c'est qu'il y a une suite open source qui s'appelle CISCOM 3, qui a été à la base développée par GFZ, donc, des Allemands. Et aujourd'hui, dans cette suite, on retrouve tout un tas d'outils déjà prêts pour la visualisation, l'archivage, les traitements et la distribution des données.
Alors comment ça fonctionne? On va avoir, on va dire, 3 grosses parties. Le server Symlink en entrée, donc qui lui va recevoir, va créer ses data blocks. On va avoir une partie archivage, donc c'est un service, un client du serveur Symlink qui vient se brancher sur le serveur Symlink et qui lui en fait récupère les données. C'est là qu'on va avoir l'archivage sur long terme. Donc lui va faire ses fichiers mini-SID et va les mettre dans une arborescence SDS. Une arborescence SDS, c'est quoi? C'est juste des dossiers, année, mois, nom du canal. Donc il va organiser ça dans une arborescence. On a une partie ici, base de données. Donc c'est là où on va retrouver nos métadonnées, notamment, qui vont être stockées dans la base. Donc qui communiquent via tous les autres modules, via un bus spread. Mais ça c'est du détail. Et en fait, on va avoir nos modules donc, qui vont pouvoir utiliser les données temps réel du Symlink, les données archivées dans le SDS et les métadonnées pour faire le travail qu'ils ont à faire. Donc on va avoir 2 exemples. Le FDSN-WS, qui par exemple, ça va être pour la distribution des données. C'est un web service. Et puis on va voir un autre petit exemple après. Le FDSN-WS, du coup, on va pouvoir requêter des données. Vous avez un exemple de requête de données, donc c'est du HTTP, où on va retrouver la sélection du réseau, de la station, une date de début, une date de fin. On peut donner d'autres détails que j'ai pas. Et requête de métadonnées aussi, où on va pouvoir demander spécifiquement les métadonnées associées à nos données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ceux qui mettent en place des FDSN-WS, en général, il y a une petite aide graphique dans laquelle, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais on va pouvoir choisir le réseau, la station, le location code, etc. Et en fait, il va générer l'URL tout seul. Un autre exemple de module, donc là pour la visualisation, c'est le SCRTTV, donc là qui permet de voir défiler les données qui arrivent en temps réel. Donc il va utiliser à la fois le serveur Symlink et à la fois la base de données pour les métadonnées. Alors le lien avec la marégraphie, dans nos stations, nous on a un capteur, c'est un radar. Avec d'autres capteurs, il y a des capteurs pression, un anémomètre, etc. Et tout ça, c'est enregistré acquis par une station de chez Campbell. Et aujourd'hui, on va dire, ce qui se passe, c'est qu'on a une transmission en satellite qui, du coup, permet au Pacific Tsunami Warning Center, qui s'occupe de l'alerte tsunami en Caraïbes, de récupérer nos données. L'IOC les récupère aussi, et puis derrière, tous ceux qui récupèrent les données via l'IOC. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rajouter une branche de communication. Donc, en fait, c'est juste l'ajout d'une petite Raspberry avec un plugin et un serveur Symlink. Et puis derrière, à l'observatoire, on va pouvoir faire un premier chaînage avec le plugin chain. On va récupérer sur le serveur Symlink de l'observatoire. Il faut savoir que nous aussi, on redistribue nos données. Donc par exemple, l'Observatoire volcanique et sismologique de Martinique vont pouvoir récupérer nos données. Le centre de données à Paris va pouvoir les récupérer. Eux les redistribuent aussi, donc ça va partir vers l'IRIS, qui est une plateforme internationale, et POS, qui est plus européen. Et voilà. Donc le plugin aujourd'hui, tel qu'il a été développé, c'était pour une Campbell, sur une liaison RS-232, mais en fait on peut brancher n'importe quel numériseur, n'importe quelle source de données qui envoie les données en ASCII au format qui est décrit dessous. RS-232, le format, c'est la date avec derrière les données du canal 1, les données du canal 2, enfin du channel 1, du capteur 1, comme vous voulez. Et derrière, il va donc faire du Symlink. La configuration, alors vous voyez pas trop peut-être, c'est le source. On va donc configurer juste un COM port, une vitesse de transmission des données sur la liaison série, le nom des channels qui vont être utilisés, en fait, donc qui vont correspondre aux différents canaux, la fréquence d'échantillonnage et un flush period. Le flush period, pourquoi? C'est parce que comme je vous l'ai dit, il faut remplir des blocs de 512. Si on veut faire du temps réel et qu'en plus on met de la compression à 1 seconde,
ça peut être très très long. Et donc en fait on peut lui dire au bout d'un certain temps, tu envoies ton bloc de 512 avec le nombre d'échantillons qu'il y a, et tout le reste tu remplis avec des zéros. Voilà un peu l'interface graphique qui va permettre de redémarrer et d'appliquer les configurations aux différents services Syscomp. Donc on va parler quand même un peu des inconvénients, parce qu'il y en a. C'est du first in, first out. Donc si jamais la station s'arrête et qu'on repart, on ne va pas avoir tout de suite les données temps réel, il va falloir d'abord purger les différentes données. Alors aujourd'hui, il y a des surcouches qui ont été développées ou qui sont en cours de développement pour en fait aller chercher prioriser les données temps réel et aller chercher ensuite les données plus anciennes. Donc pas de redemande, donc là comme je vous dis, la surcouche vient de là. Et la latence liée à la taille fixe des datablocs, donc voilà, je vous ai expliqué qu'en fait il y a une façon de l'éviter, c'est d'envoyer des zéros. Moi j'en ai quelques-unes. Alors c'est vrai que c'est vraiment super d'avoir des formats comme ça communs, standards d'échange de données. Ça me fait penser au Rinex un petit peu qui est utilisé aussi pour les récepteurs GNSS. Et on peut encourager ces projets-là. Je voudrais savoir, est-ce que c'est open source? C'est-à-dire si quelqu'un veut utiliser ce format-là pour son marégraphe, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre et est-ce que c'est open source? Alors la définition du format, oui, elle est clairement ouverte. La suite Syscomp est open source. Et aujourd'hui, le plugin, alors on va le mettre sur le GitHub de l'IPGP qui lui est ouvert à tout le monde. Et surtout, le but, c'est du coup de le faire intégrer directement dans la suite Syscomp 3 pour les prochaines releases.